Venus aussi nombreux, donc il manque quelques chaises, mais ça va arriver. Oui. Merci beaucoup. Et puis, je suis très heureux de vous accueillir évidemment à la Chambre aujourd'hui. Jean-Marc Ponce, secrétaire général de la Chambre, et puis je suis accompagné par mon président qui est ici au premier rang, Monsieur Philippe Klein. Et nous sommes réunis ce matin à l'initiative de COFAS, l'organisateur de cette table ronde sur les bonnes pratiques pour limiter et prévenir les risques d'impayés. Alors vous connaissez l'importance de ce sujet, et là on a réuni quand même un certain nombre d'intervenants qui sont tous experts dans leur domaine, et je pense qu'ils vont nous donner l'actualité du sujet, et puis vous pourrez certainement poser des questions auxquelles ils vous répondront bien volontiers. Alors à l'issue de la table ronde, les entreprises pourront bénéficier d'une séance de speed rating, c'est une première chez COFAS. L'idée, c'est de consulter la base de données, puis de mesurer la santé financière de son fournisseur, de son client. On verra, c'est très, très intéressant. Alors, ceux qui sont inscrits, pourront y participer, et puis ceux qui ne sont pas inscrits pourront contacter les personnels de COFAS ici présents pour le faire, s'il y a du temps et de la place. Alors, avant de vous donner le détail des thématiques qui seront abordées, j'ai l'honneur de vous présenter nos intervenants. Alors, j'ai nommé Monsieur Faisal Mekouar, président directeur général de Fidarok Grant Thornton, on ne présente plus. Il est également vice-président de la CGEM, comme vous le savez. Monsieur Idriss Ben Smaïl, membre du directoire et directeur général adjoint en charge des entreprises, des particuliers et des professionnels chez la BMCI. Madame Farah Larbib, directeur Credit Management Group OCP. Monsieur Mehdi Arifi, qui est le directeur général de COFAS Assurance Maroc, qui est en charge du Maghreb. Et enfin, monsieur Carmine Bandola, qui est le directeur général Afrique-Moyen-Orient, en charge de l'information et des assurances pour COFAS. Merci d'être là. Donc, le détail de notre table ronde, pardon, va se dérouler comme suit. Alors, Monsieur Arifi nous présentera le contexte, les éléments de contexte. Il sera associé à Monsieur Faisal Mekouar. Les éléments du contexte des délais de paiement au Maroc, suite à la 4e enquête de COFAS sur ce sujet. Puis nous aborderons 3 thématiques avec nos intervenants. Comment asseoir une culture du respect des délais de paiement au Maroc? À cette occasion interviendront M. Mekouar, Mme Larbib et M. Ben Smaïl. Et puis, quels pourraient être les mécanismes complémentaires pour réduire ces délais? Les réflexes à adopter pour éviter les impayés, comment préserver sa trésorerie, et puis quelles sont les perspectives du Maroc par rapport au climat des affaires que nous vivons aujourd'hui, dans un contexte que vous connaissez qui est compliqué. Alors au Maroc, 40% des dépôts de bilan des entreprises sont dus à des impayés. L'évaluation et la maîtrise des risques clients est donc un enjeu stratégique pour les entreprises afin de se prémunir contre les risques d'impayés et optimiser leur trésorerie, mais aussi pour prendre des décisions réfléchies en matière de prospection. Alors la problématique, c'est comment sécuriser ces transactions commerciales au Maroc ou à l'international. Quels sont les moyens qui permettent d'évaluer les risques que présentent les clients ou les prospects? Comment faire face à des impayés tout en préservant une bonne relation avec ses clients? Alors, j'ai une petite image à vous donner avant de passer la parole à nos intervenants. C'est imaginez que vous êtes commandant d'un super porte-conteneur et que vous entrez dans le Bosphore et vous voulez rejoindre la mer Noire. Si vous entrez dans le Bosphore, à cet endroit, vous avez tous les bateaux qui circulent de droite entre l'Europe et l'Asie, et puis vous avez un détroit qui est très étroit. Alors, vous manœuvrez des milliers de tonnes, et vous savez, les navires modernes, c'est un joystick, hein. Le commandant qui est là, il ne voit pas la proue de son navire et il manœuvre.
Alors, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous allez recourir au service d'un pilote qui a de l'expérience et qui va pouvoir vous aider à traverser le détroit. C'est un peu l'image que nous pouvons avoir de l'entreprise qui pilote ses risques et qui a évidemment des recours pour les piloter et les prévenir. Alors, comment asseoir une culture du respect des délais de paiement suite à l'enquête Mehdi, il y a des éléments de contexte. Très bien. Merci Jean-Marc pour cette introduction de cette belle table ronde. Je pense qu'il y a un problème sur le micro. En tout cas, je remercie les panélistes qui ont accepté l'invitation de COFAS pour cet événement, pour traiter cette problématique névralgique qui préoccupe tous les opérateurs marocains. Donc, juste pour rappeler le contexte, donc nous, on a publié une enquête sur les délais de paiement. C'est la 4e qu'on mène conjointement avec la Chambre. Très bien. Donc, pour poser le contexte, donc on a publié début juin donc une enquête, la 4e, sur les délais de paiement au Maroc. L'enquête qui a été faite conjointement avec nos partenaires, donc la BMCI et la Chambre française de l'industrie et du commerce. Donc, je voulais juste vous rappeler quelques constats majeurs de cette enquête. Ce qu'il faut noter, c'est que la situation, en fait, malgré, on va dire, une légère embellie en termes de délai, donc ça s'est réduit de 5 jours, mais elle reste quand même préoccupante. Donc, les délais contractuels en moyenne au Maroc, ils sont de 93 jours en moyenne, auxquels il faut rajouter des retards moyens, comme on l'avait souligné dans l'enquête, qui sont en moyenne de 92 jours. Donc, au Maroc, les délais cumulés constatés pour être payés sont à peu près de 6 mois, donc à peu près 185 jours au Maroc pour être payés. Il y a bien sûr des secteurs qui observent des délais plus ou moins longs, qu'on connaît tous. Donc, il y a la construction qui tire cette moyenne vers le haut, la distribution également, tout ce qui est TIC, donc technologie d'information, et papier et bois. Ce qu'on a également observé dans notre enquête, c'est que les délais de crédit maximum dépassent largement 180 jours pour la moitié des répondants. Donc, pour la moitié des répondants, ils ont observé des délais de crédit qui dépassent 180 jours. Autre constat majeur de cette enquête, c'est que le délai maximum de crédit frappe forcément de plus en plus la TPE et la PME, qui sont plus frappés par les retards de paiement par rapport aux anciennes enquêtes. Et donc, par rapport au niveau élevé des impayés, donc, il y a à peu près 25% des répondants qui ont confirmé qu'ils observent des impayés qui dépassent 20% de leur chiffre d'affaires, avec une concentration de la PME et de la TPE au Maroc. Donc, juste pour résumer, donc l'enquête de 2019 par rapport à 2017, donc l'enquête s'est déroulée en début d'année, donc premier trimestre 2019. Donc, on a interrogé les opérateurs marocains sur les 6 derniers mois de l'année, également sur leur perspective des délais de paiement au Maroc. Donc, pour la majorité, donc 41% des répondants, ils prévoient des détériorations des délais de paiement. Donc, malgré ce rétrécissement de 5 jours, les délais restent préoccupants et un certain nombre d'opérateurs prévoient même le rallongement des délais. Et juste pour terminer sur ce contexte-là, en termes de délais de paiement, il faut noter qu'en termes de benchmark mondial, le Maroc est 3e mauvais payeur mondial. Donc, il n'y a que la Turquie et la Chine qui font pire que le Maroc. Donc, voilà pour le contexte des délais de paiement au Maroc. Donc, je laisserai la parole à Jean-Marc pour enchaîner sur les solutions et comment asseoir une culture des délais de paiement au Maroc. Donc, on a cité le chiffre de 40% des dépôts de bilan qui sont dus à des impayés. Je crois que c'est un chiffre qui est de source CGEM, me semble-t-il. Monsieur Mécoire, vous avez peut-être un commentaire à faire par rapport à cela? Merci. On est plus à l'aise. On est plus à l'aise. Ben, tout d'abord, merci à la Chambre de commerce et merci au Président de nous avoir invités, à la COFAS, de nous avoir invités pour partager avec vous
notre réflexion, notre contribution à l'amélioration des délais de paiement au niveau des entreprises et au niveau de la CGM. Donc, on est ravis d'être parmi vous aujourd'hui et de participer à ce panel avec des panélistes aussi experts, comme l'a dit le secrétaire général tout à l'heure. Donc, en fait, des gens qui intègrent et qui sont préoccupés par cette problématique qui ronge les trésoreries et qui ronge les entreprises. Alors, avant d'apporter donc notre point de vue par rapport à par rapport à la question qui est posée, je voudrais quand même juste faire un peu la genèse, donc un petit peu des délais de paiement, puisque c'est une problématique que nous vivons au Maroc depuis maintenant plusieurs années. Donc ça s'est accentué donc au début de cette décennie, donc vers les années 2010, 2011, etc. Et tout ça vient du fait que la crise aussi a exacerbé un petit peu donc cette problématique au niveau des entreprises, au niveau de la trésorerie. Et il ne faut pas oublier aussi que même si aujourd'hui on observe des améliorations au niveau du secteur privé, et on observe aussi une amélioration au niveau des entreprises publiques, puisque donc en fait on est dans une économie où les entreprises du secteur privé dépendent beaucoup, surtout dans certains secteurs, ils travaillent beaucoup avec la commande publique. Et partant de ce postulat, à partir du moment où il y a eu cette tension, cette crise, il y a eu cette problématique qui était accentuée au niveau des entreprises, des établissements publics, après c'était un effet de chaîne qui s'était transformé, enfin qui s'est traduit au niveau des entreprises du secteur privé. Et bien entendu, à partir du moment où mon client, qui est mon principal, enfin, avec lequel je réalise un chiffre d'affaires relativement important, ne me paie pas, bah forcément, donc en fait, il y a un effet de chaîne. Et puis après, donc, je me retrouve dans une situation avec une trésorerie tendue, et par voie de conséquence, donc bien entendu, donc moi aussi je tire sur le fournisseur, etc., etc. Et donc c'est comme ça que ça s'est installé, ça s'est consolidé, ça s'est développé, et aujourd'hui, effectivement, alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une prise de conscience nationale. Ça, il faut pas, c'est un point qu'il faut souligner, puisque toutes les autorités aujourd'hui, sur le plan national, au niveau du ministère des Finances, au niveau du ministère de l'Intérieur, à tous les niveaux. Et comme vous le savez, vous l'avez vu, donc vous avez vécu certainement donc toute la campagne dans laquelle il y a eu un vrai partenariat public-privé entre justement donc les trois corps qui sont le ministère des Finances, le ministère de l'Intérieur et la CGM, qui ont conduit donc une caravane avec dans toutes les régions du Maroc pour justement installer des comités régionaux donc de délais de paiement avec lesquels donc travaillent les différentes entreprises dans les régions pour pouvoir justement améliorer et faire baisser ce crédit qui s'allonge malgré tous les efforts. Ça, c'est l'actualité. C'est l'actualité que nous vivons. La dernière donc, étape, c'était cette semaine donc, au niveau de Casablanca, la région de Casablanca, où il y a connu donc, la conférence à la Wilaya avec toutes les parties prenantes qui étaient présentes pour justement sensibiliser davantage et pour apporter les uns et les autres en fait les résultats auxquels nous sommes arrivés aujourd'hui, avec aussi des propositions de la part de la CGM par rapport à de nouvelles pistes sur lesquelles on pourrait travailler avec les... Voilà. Donc ça, c'est le... Deuxièmement, ce qu'il faut rappeler aussi au niveau de la jeunesse, c'est que c'est une préoccupation de la CGM depuis plusieurs années. Donc nous avons travaillé, donc ça fait maintenant 6-7 ans qu'on travaille, et il a fallu beaucoup de temps pour pouvoir améliorer aussi l'arsenal juridique, parce qu'il faut dire aussi que pour pouvoir accompagner ce changement de mentalité qu'on demande, parce que la question c'est pas uniquement des textes, c'est pas uniquement donc en fait une réglementation, des circulaires qui vont faire que les développements vont s'améliorer. Il faut qu'il y ait aussi donc un dispositif réglementaire qui permet aussi donc qui est coercitif et qui permet justement d'accompagner ce mouvement et cette dynamique. Donc nous avons, vous connaissez la loi 3210 en matière de délai de paiement, donc nous avons bataillé pour que dans cette loi, elle ne concerne pas uniquement le secteur privé, mais toute la chaîne, puisque comme je viens de le dire, il faut que ça concerne donc les entreprises publiques et les établissements publics. Ça, c'est chose faite. Donc loi avec les amendements qui ont donné naissance à la loi 4915, donc elle concerne tous les acteurs économiques au niveau de la chaîne qui sont concernés par ce dispositif. Nous avons travaillé aussi sur les changements apportés, et on parlera certainement de cette zone
mal qui se réduisent, mais il y a aussi cette zone grise, je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Donc, il y a eu le changement de la loi, il y a la loi 49-15, donc les entreprises, tous les acteurs sont maintenant concernés. Maintenant, après la mise en application de la loi, bien sûr, elle n'était pas encore, il fallait encore des textes d'application, notamment en matière de taux, de d'éligibilité, choses qui a été faites récemment. Donc, il faut dire aussi qu'il y a une lenteur administrative qui fait que la loi n'était pas appliquée. La loi ne peut pas être appliquée compte tenu du fait qu'il lui manquait encore un certain nombre d'éléments, notamment en matière de taux et en délais sectoriels qui sont des délais transitoires. Donc aujourd'hui, ce qui manque aussi à l'application de la loi, parce qu'il faut le dire, la loi n'est pas encore tout à fait, n'a pas encore tous les éléments pour qu'elle soit en application, ce sont ces délais sectoriels. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui, des paiements, c'est vrai qu'il y a certains secteurs qui souffrent davantage par rapport à d'autres. Donc, vous avez parlé du commerce, vous avez parlé donc de ce qui est distribution, vous avez parlé aussi du BTP, et c'est vrai. Pourquoi? Parce que justement, la commande publique, elle est très importante dans ce secteur. Et donc, ils sont touchés par justement cette problématique. Donc, non, voilà. Donc, je voulais quand même apporter ces éléments pour rappeler un peu l'histoire, pour rappeler comment on est arrivé dans cette situation, même si c'est un phénomène international, mais c'est un phénomène maroco-marocain. Aujourd'hui, il y a le dispositif qui est là. Il lui manque un certain nombre d'éléments pour qu'il soit complet. Bien entendu, il y a des pistes d'amélioration, il y a des pistes de réflexion, notamment en matière de... on est en train de réfléchir sur la déductibilité de l'achat. C'est-à-dire qu'il ne faut pas pointer du doigt, il ne faut pas dire que je ne suis pas payé, il faut que j'aille... C'est-à-dire qu'il faut... En fait, ce n'est pas le fournisseur qui doit être pénalisé, mais il faudrait, dans ce moment-là, c'est pointer du doigt le mauvais payeur. C'est le mauvais payeur qui doit être pénalisé, qui doit être pointé du doigt. Donc, on reviendra certainement tout à l'heure dans la réflexion qui est menée aujourd'hui en matière qu'est-ce qu'on peut encore apporter de plus pour pouvoir faire en sorte que ces délais de paiement soient des délais raisonnables et c'est des délais qui sont supportables par l'entreprise. Donc oui, effectivement, donc ce qui remonte, je dirais, des enquêtes, et je crois que ce qui remonte, c'est que quand la trésorerie elle est tendue, ben in fine, c'est un problématique qui entraîne forcément la défaillance. Et si ça entraîne la défaillance, ça entraîne aussi, donc en fait, l'arrêt de l'activité au niveau des entreprises. Oui, aujourd'hui, il y a, la population des entreprises qui sont les plus touchées, ce sont les TPE et les PME. Et c'est là où on a justement cette souffrance qui s'entraîne, qui se traduit in fine par la défaillance et par la liquidation donc, des sociétés. Merci beaucoup, Monsieur Mécoire. Et je voudrais me tourner vers Madame Larbib. Du côté de l'entreprise et de la grande entreprise, on a parlé évidemment des tensions de trésorerie qui est une problématique pour les PME. Et comment, dans un groupe comme l'ECP, on est sensible à cette culture du respect des délais de paiement? Tout d'abord, merci pour la Chambre française de nous avoir invités. Merci à vous également, à COFAS, à nos panélistes et au public qui est présent aujourd'hui. Donc, c'est un honneur pour nous de participer en tant que, effectivement, corporate national dans ce sujet-là qui nous préoccupe au quotidien. Parce que nous sommes convaincus du rôle que joue l'OCP comme acteur majeur dans l'écosystème marocain et qu'on est conscient que dans une relation de partenariat avec le fournisseur, c'est qu'une relation win-win qui peut mener les choses en avant. Donc, on ne peut pas se considérer comme étant un peu dans la logique uniquement cash pour dire qu'on n'a pas un rôle économique à jouer. Bien au contraire, on se soucie de la santé financière de nos fournisseurs parce qu'on considère qu'ils sont partenaires et qu'on considère qu'on a un rôle sociétal à jouer dans l'économie nationale. C'est pour cela qu'au niveau du top management, aussi bien au niveau du top que du down, que nous avons pris en considération cette question de délai de paiement de manière très sérieuse et nous avons travaillé ensemble, main dans la main, pour pouvoir trouver des solutions concrètes. Et j'apporterai mon témoignage en tant que responsable de l'entité Credit Management et Trade Finance Export pour témoigner que cette problématique, nous la vivons en tant que fournisseur, mais nous la vivons en tant que client parce qu'on est également présent dans les 5 continents du monde. On a des clients internationaux sur des différents continents. Sur les 5 continents du monde. Et c'est comme a dit tout à l'heure Mehdi, c'est une problématique internationale que nous vivons avec nos clients en Asie, avec nos clients en Afrique, avec nos clients en Amérique latine, partout dans le monde. Et donc, du coup, aujourd'hui, cette problématique-là,
elle commence toujours, comme a dit mon cher ami, c'est par une problématique de prise de conscience. Et une fois qu'on a pris conscience que c'est une problématique pour nous tous, pas uniquement pour le fournisseur, parce qu'on se trompe quand on dit qu'on va gagner quelques jours, mais ces quelques jours, vous les perdez nécessairement. Donc, si vous êtes dans un projet avec un fournisseur et que finalement vous le payez en retard, soit ce fournisseur il sera incapable de continuer la relation avec vous, soit il vous répercutera le coût sur les prochains projets ou bien sur d'autres. Et donc, in fine, c'est une équation qui n'est ni gagnante ni pour vous ni pour les autres. Donc, c'est pour ça que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la prise de conscience et c'est la solution win-win. Et on se met à table avec nos partenaires financiers parce que il faut pas se leurrer, on va pas éliminer les problématiques de délai de paiement. On aura toujours des délais de paiement. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un chef de projet qui va gérer le projet d'une manière qui lui semble bonne et qu'on sera toujours difficilement challengeable sur est-ce qu'il a raison ou il a tort sur la validation de la facture dont il est possession parce qu'il est le chef de projet. Et donc du coup on se retrouve finalement à travailler ensemble, à voir comment on peut régler le problème ensemble. Et on est conscient aujourd'hui que c'est avec nos partenaires, que ce soit assureurs, crédits ou banquiers, qu'il y a des solutions efficaces pour répondre à la problématique des délais qui a un impact direct sur le cash, mais également sur la pérennité de la relation qui aussi doit être une préoccupation majeure des entreprises. Merci beaucoup pour ces éléments. Et du côté je me tourne vers Monsieur Ben Smaïl, du côté de la banque, évidemment, l'impact des délais de paiement sur la trésorerie des entreprises, sur leurs besoins en fonds de roulement, je pense que la banque y est attentive et ça lui pose aussi certains problèmes. Merci Jean-Marc, bonjour à tous, ravi d'être parmi vous, merci pour cette invitation sur un sujet hautement crucial. C'est pour moi l'une des deux plus grandes problématiques que nous avons dans l'accès au financement ou le financement tout simple des entreprises au Maroc, avec le sujet de l'asymétrie d'information, c'est-à-dire la capacité entre le banquier et le client à avoir le même niveau d'information à un instant donné. Cette problématique des délais de paiement est cruciale. Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais juste m'exprimer pour dire que cette problématique m'inspire beaucoup de tristesse, mais en même temps, il y a de l'espoir et beaucoup d'espoir. Beaucoup de tristesse parce que quand vous voyez sur les 8-9 dernières années les bilans moyens des entreprises et que vous essayez de les lire, vous les comparez sur les 5-6 dernières années, vous allez voir que tous les bilans ont gonflé. C'est comme si tout le monde était rentré dans des salles de musculation et a commencé à gonfler le poste client et le poste fournisseur. Et en fait, c'est un peu ce qu'on expliquait tous, puisque chaque entreprise a ses clients qui ne les payent pas, de facto, elle aussi retarde ses fournisseurs et tous les bilans augmentent. Donc, il faut clairement travailler sur ce sujet-là qui n'est pas sain, qui est vicieux, qui embarque dans un cercle non vertueux. À titre d'information, on estime les créances inter-entreprises à près de entre 300 et 400 milliards de dirhams. Quand tous les secteurs bancaires, y compris crédit à l'habitat, crédit à la consommation, représentent à peu près 850 à 900 milliards de dirhams. Donc il y a à peu près 50%, 50% des crédits qui ne sont pas faits par le secteur bancaire, mais qui sont faits entre les entreprises. Et on pourra en parler après en détail. Et le plus souvent, ces crédits-là sont sur des durées qui sont malheureusement très longues. C'est des crédits court terme, parce qu'aucune entreprise n'a le droit de faire de crédit dans l'absolu, encore moins de crédit moyen terme. Donc, c'est des crédits qui sont censés être remboursés sur des durations courtes et qui représentent 50% pratiquement du secteur bancaire. Donc, on a un vrai sujet. L'espoir, il est complet puisque tout à l'heure, c'est Faisal, je crois, a dit c'est un problème maroco-marocain. Il est clairement maroco-marocain. C'est un problème de posture, d'état d'esprit, et on va en parler. Mais si on scinde les relations client-fournisseur en deux, parlons client-fournisseur au Maroc et parlons client-fournisseur à l'international. Nous sommes bien importateurs, nous sommes exportateurs, vous en parlerez. Et quand on voit les délais de paiement sur les transactions à l'import, on est grosso modo
à moins de 30 jours. 3/4 des factures sont payées à moins de 30 jours. Donc, une contrepartie internationale avec une contrepartie marocaine, on paye en moins de 30 jours. Par contre, une contrepartie marocaine avec une contrepartie marocaine, on paye voilà, à 100 jours. Voilà, et peut-être plus, je n'arriverai pas à le dire. Et certains secteurs, voilà, comme les matériaux de construction, sont à 104 jours selon les dernières études. Donc, tristesse, beaucoup d'espoir. Si on est arrivé à le faire dans nos transactions internationales, on peut arriver à le faire dans nos transactions nationales et on doit le faire. Maintenant, notre question, c'était comment on vit ça. En tant que banque nationale marocaine, nous essayons au mieux de prendre en compte les paramètres actuels, d'accompagner les clients au maximum qu'on peut faire à travers un certain nombre d'outils d'amélioration. On ne peut pas se substituer au service commercial d'une entreprise, mais on peut l'aider à alléger sa trésorerie par des outils sécurisés. On pourra en parler tout à l'heure, tels que le factoring, l'assurance crédit et d'autres sujets. Voilà, Jean-Marc, pour ces premiers éléments. Merci beaucoup, Idriss. Donc, on a déjà pas mal avancé sur la première partie de la table ronde. Donc, comment assurer une culture du respect des délais de paiement au Maroc? Donc, on a fait un panorama et des pistes d'amélioration dans ce domaine. Mais en règle générale, c'est une question de comportement, on l'a compris, et de discipline des entreprises et de défense des valeurs. On en parlait tout à l'heure en aparté avec M. Mécoire. Les valeurs de l'entreprise, évidemment, c'est le respect des engagements. Et ce sont des concepts qu'on retrouvera dans le trio que forment la banque, l'assureur crédit et l'entreprise, justement pour combattre ce phénomène. Alors, il y a des mécanismes complémentaires. M. Ben Smaïl nous a proposé des outils. Il y a des mécanismes complémentaires pour réduire ces délais de paiement, notamment des réflexes à adopter pour éviter les impayés. Et puis, également un instrument qui est très efficace, et M. Ben Smaïl en a parlé, qui est l'assurance crédit. Donc, les outils et les moyens d'évaluation de la situation financière de ses clients, Carmine Mandola est directeur régional de COFAS. Il peut nous en dire un mot. Bonjour à tous, merci pour l'excellente organisation. Donc, on parle des moyens pour évaluer la situation financière de ses clients. Certainement, si on parle des moyens, la première chose que j'ai en tête, c'est le bilan. Donc, le bilan d'une société, bien sûr, c'est la clé pour comprendre une société, donc c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'historique des paiements. Et notamment, chez COFAS, nous avons une base de données qui est assez importante. Et donc, nous avons l'historique des paiements de beaucoup d'entreprises. Et bien sûr, le troisième point, c'est le secteur. Dans quel secteur la société travaille? Donc, on a différents secteurs. Il y a des secteurs qui sont plus à risque. Donc, on l'a cité, le BTP, le papier, bois, la construction en général. Et donc, ces trois éléments sont très importants afin de pouvoir comprendre la situation financière, la santé de chaque société. Et ces trois éléments, bien sûr, il faut les mettre ensemble. Si vous les prenez un par un, vous avez des informations, mais il faut les mettre ensemble afin de faire une évaluation complète du client. Et donc, chez COFAS, on a un système qui nous permet de faire un scoring de chaque société. Donc, les sociétés sont notées de 1 à 10. 1, c'est le mauvais rating et 10, c'est le maximum. Et donc, ce rating nous permet d'évaluer les sociétés et nous permet aussi de donner une information importante à notre client afin qu'eux ils puissent faire une évaluation des acheteurs. Bien sûr, les données d'un bilan, c'est des données qui sont fiables, mais il faut les mettre à jour. Donc, si je prends dans l'exemple de la société OCP, qui est derrière notre client, les données d'OCP sont analysées par trimestre. Donc, c'est une société multinationale assez importante. Donc, ils ont une review trimestrielle des données. Mais si on parle de PME et TPE, c'est un peu plus compliqué d'avoir les données. Donc, les données sont mises à jour une fois par semestre ou une fois par an.
Donc, voilà globalement quels sont les moyens que nous avons pour évaluer nos clients et quel est l'outil que COFAS utilise afin de les évaluer. Donc, COFAS, elle est très forte sur l'assurance crédit, mais elle est aussi très forte dans l'information, donc l'information commerciale. Pour évaluer ses clients, on a besoin des informations. Si on a des informations, on a le pouvoir de anticiper et décider qu'est-ce qu'on va faire pour le futur. Voilà. Merci beaucoup, Carmine. Et justement, alors du point de vue de l'entreprise, Farah, quand le retard de paiement arrive, l'impayé arrive, en fait, ça démarre beaucoup plus en amont tout ça. Donc, le dossier client, l'information sur ses clients. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet? Je vais peut-être juste attendre que le camarade s'installe. Voilà, donc, pas de souci. Au fait, je donnerai un peu d'historique pour répondre à votre question qui est importante par rapport aux témoignages que peut apporter le groupe OCP en la matière. En fait, nous avons commencé le travail il y a 6 ans de cela. Donc, quand on s'est rendu compte de l'intérêt de s'imprégner de la culture cash et de la culture des délais de paiement au sein de l'OCP, donc nous avons commencé par la création d'une entité qui s'appelle Credit Management et Trade Finance, donc qui s'occupe un peu de son rôle majeur, c'est la sécurisation du chiffre d'affaires et également le financement du poste client, qui est de loin l'un des postes les plus importants du bilan d'une entreprise en général. Donc, le travail a commencé d'abord par le renseignement commercial. Et d'ailleurs, vous étiez mon premier contact chez COFAS quand on s'est adressé à vous pour avoir des renseignements sur nos clients. Et pas que sur nos clients, mais également sur nos fournisseurs. Et nous étions parmi la première entreprise qui s'est préoccupée non seulement du risque client, mais également du risque fournisseur. Parce que nous nous sommes rendus compte que nous étions dans un programme d'investissement très important et que nous ne pouvions pas nous permettre que nos fournisseurs fassent défaut. Et c'était la prise de conscience du groupe OCP par rapport aux 2 antennes qu'il fallait piloter, d'où la création de l'entité qui a démarré par du renseignement commercial. Et donc, on a acheté de l'information auprès de notre partenaire COFAS, qui ne fait pas que l'assurance crédit, mais qui fait également le renseignement commercial. Et le travail a commencé de cela. Donc, on a commencé par une segmentation de nos clients, parce que l'État, donc si on a l'État, c'est pas comme on a un client au Brésil, c'est pas comme on a un client au Maroc. Donc, on a compris qu'il fallait commencer par la segmentation de nos clients pour comprendre les habitudes de paiement de nos clients et intégrer les habitudes de paiement des clients et du secteur dans lequel opère notre client comme une donnée dans notre modélisation et notre manière de vendre. Et donc, dans la prise de conscience que nous avons notée, on s'est aperçu rapidement qu'il y a des habitudes sectorielles, qu'il y a des mauvais et des bons payeurs, tout simplement. Et donc, on a intégré cela dans un modèle de scoring. Et donc, on s'est basé à la fois sur le scoring externe qui est délivré par les rapports d'information achetés auprès de gens experts aujourd'hui, mais également, on s'est dit, ça serait bien de combiner ces informations externes par des informations internes dont nous disposons. Et donc, nous avons commencé à construire des bases de données, de la database sur les clients. Quel est le track record de ces clients? À quels moyens ils payent? À quel délai ils payent? Et on a intégré ça dans notre façon de négocier en amont et bien sûr en impactant également la relation que nous avons avec nos partenaires de manière transparente et claire. Donc, on sait aujourd'hui que ce client-là paye en moyenne avec X jours de retard, avec ce mode de paiement. Et donc, est-ce que ce délai-là, c'est un délai intrinsèque ou c'est juste un retard de paiement de fait de mauvais payeurs? Et par rapport au constat qu'on a fait, on a commencé à faire des actions concrètes. Donc, les mauvais payeurs, ils ont un traitement. Et les bons payeurs qui ont des problématiques structurelles, on recherche des solutions structurelles. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé la démarche. Donc, et après, on s'est rendu compte que, très bien, on sait qu'il y a certains clients qui opèrent dans des secteurs critiques et dans des secteurs à défaut. C'est-à-dire que le taux de défaut de certains clients dans ces secteurs-là, c'est une évidence. Donc, on a dit à nos camarades COFAS, est-ce qu'on ne peut pas commencer un contrat d'assurance crédit pilote, on ne va pas faire tous les clients de groupe, mais on va commencer par les plus risqués.
commencer avec nos collègues de COFAS. Voilà, c'est parce que vous souhaitez, parce qu'effectivement, on est dans une logique plus de portefeuille client et non pas de clients par région ou par secteur. Mais pour nous, c'était un premier exercice qui a rapidement découlé sur une couverture régionale et globale avec COFAS, parce qu'on a compris très vite que l'intérêt d'une assurance crédit, non seulement par rapport à l'assurance qu'elle nous donne sur la couverture du risque d'impayé, mais on a compris rapidement que c'était le moyen de financer le retard de paiement. Et avec des partenariats avec les banques, on a fait des contrats, ce qu'on appelle nous les produits structurés. Donc, on cède le contrat de délégation d'assurance crédit à nos banques qui viennent de l'autre côté faire soit de la facturage, soit ils proposent des solutions concrètes baquées sur l'assurance crédit pour couvrir le risque et également pour financer le post-client. Merci Farah. Monsieur Mécoire, votre expérience à la CGM qui représente les PME marocaines qui sont en grand nombre au Maroc, est-ce que vous pensez que ces réflexes pour éviter les impayés progressent? Est-ce que vous avez noté cette vigilance par rapport à la prévention du risque? Alors, donc on va revenir sur le fait que c'est une préoccupation au quotidien au niveau de la CGM. Et bien entendu, quand la CGM, ses principaux membres, c'est pas les grandes sociétés, mais ce sont les petites et moyennes sociétés et les toutes petites sociétés. Ça, c'est important. Donc, c'est cette population d'entreprises qui souffre. Il y a un travail de sensibilisation. Bon, on a dit tout à l'heure, je reviens pas sur le processus qui nous a amené donc à modifier les textes, parce qu'il faut quand même se faire aider par le dispositif réglementaire. Donc, tout le travail qui est fait au quotidien pour améliorer le dispositif réglementaire. Donc, on est quasiment arrivé à l'objectif. Mais bon, après, il n'y a pas que ça. Il y a un changement de mentalité sur lesquels nous travaillons au quotidien. Comme vous le savez, nous avons le label RSE, label responsabilité sociale, aujourd'hui, qui compte plus de 100 membres, plus de 100 entreprises qui sont labellisées, parce que encore une fois, il faut travailler sur une culture de partenariat d'entreprise et ces parties prenantes qui sont ses fournisseurs, notamment, etc. Donc, ce label RSE, aujourd'hui, il englobe donc une partie de cette action pour pouvoir améliorer la relation entre les deux partenaires qui sont les entreprises, clients et fournisseurs. Parce que, in fine, à partir du moment, comme l'a dit ma collègue juste à côté, le fait de ne pas payer à temps, c'est pas un gain pour le client vis-à-vis de son fournisseur. Au contraire. Donc, en fait, ça détériore la relation et, in fine, donc, en fait, c'est la prestation qui se trouve impactée par cette action, cette mauvaise action. Et puis, in fine, c'est la pérennité de l'entreprise, etc., qui est mise en cause. Et puis, in fine, donc, c'est la création de richesses, c'est la création d'emplois, etc. Donc, on peut aller jusqu'au... et la chaîne ne s'arrête pas là. Donc, ça, c'est très important de créer une relation saine et une relation de partenariat pour justement donc améliorer ses propres performances au niveau de l'entreprise. Donc ça, c'est un travail de sensibilisation qu'on ne cesse de le dire, qu'on ne cesse de le rappeler à chaque fois que nous avons l'occasion. Nous avons mis en place aussi, dans ce cadre de sensibilisation et d'accompagnement, de changement de mentalité, c'est la charte de bon payeur. La charte de bon payeur, on l'a mis en place pour justement ramener les entreprises membres qui sont des entreprises qui pèsent en termes de rapport de force, s'engager, avoir un engagement. Donc, nous avons plus de 100. Donc, là, le directeur général délégué ici présent, donc il a conduit cette campagne de sensibilisation pour faire adhérer. Donc, nous avons des entreprises aujourd'hui qui sont plus de 100. Je ne sais pas si Fadel, tu as le chiffre aujourd'hui de ceux qui ont signé la charte. 115, voilà, le chiffre est 115. Heureusement que tu es là pour te donner cette précision. Voilà. Donc, 115 entreprises qui ont déjà signé. Nous sommes en train aussi de réfléchir sur peut-être aussi un label de bon payeur. Donc, c'est pas quelque chose mais ça fait partie donc, on est dans un process d'amélioration continue, de réflexion continue pour pouvoir justement amener à inverser, donc apporter cette inflexion et faire que cette problématique
de délai de paiement soit derrière nous, puisqu'en fait, c'est pas ça le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, aujourd'hui, on ne cesse de dire que la problématique de l'économie marocaine, c'est la création d'emplois, bien entendu, mais on ne peut pas créer d'emplois parce qu'il n'y a pas de création de richesse. Donc, en fait, aujourd'hui, on constate qu'on dépense beaucoup d'énergie sur cette problématique, et bien entendu, c'est au dépend du développement économique et du développement de nos entreprises. Donc, plusieurs actions sont menées. Bon, on reviendra on parlera tout à l'heure des dernières pistes de réflexion, que ce soit sur un plan réglementaire, que ce soit aussi sur un plan d'accompagnement, notamment avec le GPBM, donc la réflexion pour pouvoir améliorer et faire en sorte que justement la trésorerie d'entreprise soit. Maintenant, il y a aussi un travail, et ça a été dit tout à l'heure d'une certaine manière, c'est que effectivement, il y a aussi une problématique de structure bilancielle. Je pense que je laisserai mon collègue à côté pour en parler également, bon, même si c'est qu'il y a une structure aussi des bilans. Donc en fait, il faut que les bilans soient en état pour pouvoir justement faire face à ces aux engagements. Donc là, on ne peut pas en échapper. Si on veut avoir de l'énergie et de la souplesse au niveau de la banque, etc., donc il faudrait aussi avoir des bilans qui sont voilà, bancables, comme on dit dans le jargon, etc. Donc voilà, c'est tout il y a toute une chaîne. Et il faut qu'on travaille sur chaque maillon de la chaîne de façon à ce qu'on puisse améliorer je dirais, la situation que vivent les entreprises aujourd'hui. Merci beaucoup, excellente transition. Justement, j'allais m'adresser à M. Ben Smaïl. Alors, on a compris la dimension pédagogique, évidemment, très importante pour améliorer le comportement des entreprises en matière de délai de paiement. Alors, du point de vue de la banque, M. Ben Smaïl, quelles sont vos actions dans vos centres d'affaires quand vous adressez aux PME pour leur parler de ces réflexes à adopter pour éviter les impayés, et puis aussi les conseils que vous pouvez leur donner en matière de communication financière, notamment, puisque c'est un sujet important également. Merci Jean-Marc. Alors, bien sûr, essayer de partager quelques best practices, mais ce que je vais dire ne s'applique pas à tous les secteurs de l'économie et ne s'applique pas à toutes les typologies d'entreprises, parce que de gros clients comme l'OCP n'ont pas les mêmes problématiques que les différentes PME que nous vivons sur le terrain. Donc, tout ceci est à prendre avec hauteur et recul, et mes propos doivent être adaptés en fonction de la typologie du client et du secteur. De façon générale, si je devais splitter les sujets en 3 ou 4 parties. Première partie, en termes de conseils par rapport à l'entreprise, il est évident qu'il faut être extrêmement prudent, et c'est ce qu'on appelle back to basis. C'est-à-dire, quand on travaille avec un client, il y a quelque chose qui s'appelle connaître son client dans le jargon bancaire, qui voit ici, know your client, c'est-à-dire il faut avoir une bonne connaissance de son client. Depuis quand exerce-t-il? Avec qui exerce-t-il? A-t-il pignon sur rue? Et faire en amont, avant même de parler à son banquier ou à son assureur, un filtre sur les clients avec lesquels nous sommes prêts à travailler. Pas besoin de database. Au Maroc, on peut avoir l'information très très vite, global. Donc faire un filtre sur son carnet d'adresse vaut mieux un bon chiffre d'affaires, c'est un carnet de clients, un bon chiffre d'affaires qu'un chiffre d'affaires qui ne sera jamais recouvré. Ça, c'est le premier des sujets. Le deuxième des sujets qu'on conseille et qu'on voit tout le temps dans les entreprises, c'est une bonne ségrégation des tâches. Même si on est 3 ou 4 dans une entreprise, il faut bien splitter entre ceux qui originent, qui vendent, d'accord, et ceux qui décident de l'exposition maximale qu'on peut avoir à un instant donné vis-à-vis d'un client. Alors, dans les structures qui sont organisées, on parle de plafond par client, mais dans les petites entreprises, il faut savoir jusqu'où je peux aller sans mettre en danger les salariés que j'ai avec moi et toute l'activité. Donc, 1, filtrer les clients en amont. 2, s'assurer d'une séparation des décisions entre le commerce et les plafonds qu'on met en place. Une fois qu'on a fait ça, on va décider d'entrer en relation avec notre client. Le volet contractuel est très important. Et là, il nécessite un peu d'attention. On l'a vu dans les opérations à l'export, tout se paye très simplement. Pourquoi? Parce que tout est normalisé, en partie. Après, on est rentré en relation avec ce client-là. Comment agir? Il y a en préventif
penser à des sujets d'assurance crédit quand le contrat est important. Ça sécurise l'entreprise et on le voit tous les jours, mais ça dissuade aussi. Parce que quand vous avez un client qui sait que son poste à lui est assuré, il va y réfléchir à 2 fois avant de tarder ou avant de ne pas payer parce qu'il sait qu'il va être quelque part blacklisté. C'est dans le jargon où son plafond va être réduit. Donc, il y a un effet dissuasif et un effet préventif au cas où on a un impayé. Donc, c'est ces typologies-là. Enfin, si on a besoin de liquidité, c'est-à-dire que ça dure, là, il faut aller voir son banquier et essayer de voir avec lui des solutions. Une des solutions les plus utilisées, c'est un produit qu'on appelle factoring. C'est un mot, un jargon, mais de façon très simple, c'est quoi? C'est la vente du poste client à un banquier. Donc, on vient chez le banquier, on sort son poste client et on dit voici le poste client, est-ce que le banquier veut racheter ces factures-là? C'est-à-dire qu'il avance la trésorerie à l'entreprise. En contrepartie, il y a une cession de créances professionnelles et la banque doit recevoir après l'argent. Et dans certains schémas, la banque ou l'intermédiaire bancaire va jusqu'au recouvrement de la créance in fine. Voilà un peu les grandes lignes de quelques commentaires que je peux faire et qu'on voit tous les jours et qui marchent. Hein. On voit le taux de délai de paiement sur les produits qui sont assurés ou les produits qui sont cofacés sont en forte réduction, en tout cas sont inférieurs à ceux sur d'autres typologies de produits comme l'escompte papier, etc. J'ai d'autres remarques. Là, j'ai parlé des conseils sur l'entreprise, mais j'ai en tête aussi partager avec vous quelques remarques aussi par rapport à la banque, par rapport aussi au cadre législatif ou encore au cadre interprofessionnel. Donc, je ne sais pas si vous voulez que je puisse en parler maintenant, Jean-Marc, ou tout à l'heure, à vous de voir. On verra un peu plus tard. Merci beaucoup, Idriss. Alors, justement, là, il y a derrière tous ces mécanismes et ces réflexes, eh bien la trésorerie. Il faut protéger sa trésorerie, préserver sa trésorerie. Mehdi Arifi, quels sont les bénéfices de l'assurance crédit pour les fournisseurs ou les acheteurs? On en a parlé tout à l'heure. C'est credit management, en fait, c'est la gestion achat-vente, hein, quelque part. Exactement. En fait, en termes de bénéfices pour les clients, pour l'assurance crédit, de manière générale, il y a plusieurs bénéfices. Il y en a peut-être une dizaine, mais je vais citer vraiment les principaux bénéfices. Bon, premièrement, il y a un certain nombre de clients qui viennent chez nous pour accéder à de nouveaux marchés. Donc, vous êtes sur un marché local que vous maîtrisez, mais par contre, vous avez des opérations à l'export sur un marché russe que vous ne maîtrisez pas. Donc, vous passez par un assureur ou un expert qui a ses relais dans ces pays-là, qui va vous accompagner, donc qui va vous informer sur la santé financière et la solvabilité de vos prospects déjà en phase prospection. Et il va vous accompagner sur les plafonds et il va sécuriser cette opération d'export. Donc, premièrement, c'est développer également le chiffre d'affaires à l'export ou sécuriser l'existant. Donc, deuxièmement, il y a des entreprises matures qui font appel à nous pour sécuriser également leur poste client existant. Donc, pour préserver leur rentabilité, donc elles sécurisent leur poste client. Comme ça, elles peuvent dormir tranquillement. Elles vont se consacrer vraiment à l'essentiel, qui est leur cœur de métier, et laisser l'expert métier sur la partie recouvrement des créances et sécurisation du poste client agir au moment venu. D'autres typologies de prospects, ils font appel à nous essentiellement pour, on va dire, structurer leur poste client et également avoir un accès au financement. Donc, le fait de s'assurer auprès d'un organisme de crédit, d'assurance crédit, donc permet également à travers des mécanismes de sécurisation de faire des délégations auprès d'un établissement financier qui va pouvoir financer ce poste client, qui a été souligné par Cédric. Donc, il y a plusieurs, on va dire, bénéfices à l'assurance crédit, mais ce qui revient essentiellement, c'est ces trois bénéfices. Donc, accès et développement du chiffre d'affaires sur le domestique et l'export. Deuxièmement, donc sécuriser l'existant, le portefeuille existant. Et troisièmement, vraiment accéder au financement sur le marché local ou à l'export. Merci Mehdi. Donc, une gestion saine du poste client, ça passe par à la fois des réflexes et des outils. Farah, vous nous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter
sur les bonnes pratiques au jour le jour concernant justement, in fine, la préservation de la trésorerie de l'entreprise? Je pense que la problématique de la gestion de trésorerie pour une entreprise est une problématique primordiale. Donc, je pense que c'est la première chose que peut-être qui peut alerter un manager, eh bien, est-ce qu'il a du cash dans ses comptes ou pas, et donc c'est quelque chose de très important effectivement, et qu'on peut intégrer dans une logique de préventive, et c'est très important. Parce que n'importe quel business, il y a une dimension du besoin en fonds de roulement qu'il faut prendre en considération de manière très sérieuse. Et on voit même en termes de best practice chez certaines multinationales qu'il y a un monsieur BFR, il y a un monsieur Credit Management, mais il y a aussi un monsieur besoin en fonds de roulement. Pour montrer un peu l'importance du cycle d'exploitation dans la génération du cash pour une entreprise. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, donc on a daily basis, donc au jour le jour, qu'il faut prendre en considération pour monitorer son délai de paiement fournisseur, monitorer son délai client et également ses stocks. Parce que c'est chaque jour où l'argent dort à l'extérieur, c'est de l'argent perdu pour l'entreprise pour faire du business et pour développer ses ventes par ailleurs. Donc, c'est quelque chose qui doit être dans l'ADN du manager ou du directeur financier pour se préoccuper de manière très sérieuse à la fois de son besoin en fonds de roulement et de la santé financière de son portefeuille client qui peuvent nuire à la santé financière et à la pérennité de l'entreprise s'ils ne sont pas prises en considération de manière sérieuse et si elles ne sont pas monitorées au quotidien. Merci. Carminet, allez-y. Je vais ajouter quelque chose là par rapport à la gestion de la trésorerie d'une entreprise, parce que j'ai aussi une casquette aussi donc d'accompagnateur des entreprises. Et je dirais des fois les entreprises, parce que pour se lancer dans un marché, bien sûr ça a été très bien donc expliqué, c'est bien connaître sa relation client, à qui on va avoir affaire. Il faut avoir les clients, est-ce qu'il a la santé financière, est-ce qu'il va être au rendez-vous à partir du moment où j'ai contracté et j'ai mis en place en fait un partenariat avec lui. Mais on n'a peut-être pas évoqué aussi la question en amont. En amont, c'est quand on se lance dans un business, il y a une étude prévisionnelle. Donc, il y a une étude de faisabilité, il y a un business plan. Donc, il y a une prévision en matière d'investissement et en matière de financement aussi de BFR. Donc, c'est très important. Et des fois, les entreprises ne sont pas suffisamment alertes entre le financement à long terme, d'investissement, et le besoin en fonds de roulement pour faire tourner l'activité. Et souvent, il y a un décalage et puis il y a aussi un transfert. On finance du long terme avec du court terme. Après, on se retrouve avec une trésorerie qui est très tendue et on ne peut pas faire face au quotidien. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça que, c'est pas pour le dire, mais enfin, il vaut mieux prendre le temps de se faire accompagner ou justement de bien étudier, je dirais, donc en fait, et de bien séparer entre l'investissement et l'exploitation au quotidien de l'entreprise pour mettre en place les produits correspondant à chaque aspect. Donc, quand on est en phase de faire un investissement, etc., il ne faut pas financer avec la trésorerie de l'entreprise, même si j'ai la trésorerie sur place, il faut penser toujours aussi au financement de l'activité, de l'exploitation, et de mettre en place des produits. Il y a tout le système bancaire qui essaie, et quand on va voir un fonds banquier, et en fait le coût est déjà parti, et on se retrouve dans des situations où il faudra revoir, restructurer, réorganiser tout ça, et ça c'est très important. Il faut quand même que les entreprises soient alertes par rapport à ça. Souvent on se retrouve avec des entreprises qui sont très rentables, mais justement ils périclitent parce que justement ils n'ont pas su gérer justement les financements de chacune des activités. Merci beaucoup pour cette précision. Je voulais me tourner vers Carminet pour lui demander, on a compris que l'information était cruciale, qu'elle permettait justement justement d'avoir un bon réflexe, mais aussi de prévenir un risque et surtout de créer le lien entre toute la chaîne dont on a compris qu'elle était importante, depuis son fournisseur, en passant par son banquier et en passant aussi par son assureur crédit, parce qu'il joue un rôle essentiel dans ce domaine. Carminet ? Oui, en termes de prévention du risque, je n'ai pas encore
pas grand-chose à dire parce que les intervenants, ils ont tout dit et bien. Donc, merci beaucoup. Mais la chose que je voudrais souligner, c'est l'intervention de Farah. Parce que Farah, elle a mis en évidence vraiment un point clé, c'est-à-dire se concentrer sur ses clients, essayer de comprendre, de les connaître, se faire le souci d'obtenir l'information commerciale, se faire le souci de comprendre dans quel secteur les clients ils opèrent. Et donc, vous avez pratiquement mis en place une stratégie d'anticipation et de connaissance, de mieux, je dirais, connaître votre client. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Et c'est en fait, c'est la chose que toutes les sociétés devraient faire. Donc, on a des clients, on essaie de les connaître mieux. Si on n'a pas l'information, on achète l'information. On fait des évaluations. Donc, on fait des évaluations avec un outil externe. Mais on peut faire aussi des évaluations avec un outil interne. Avec un credit committee qui peut être en mesure de pouvoir faire une évaluation, décider les plafonds ensemble. Et bien sûr, si une société est capable de mettre en place ce genre de structure, ça sera certainement bien vu par le banquier, parce que le banquier peut vérifier que la société a une gestion des clients qui est pérenne, qui tient la route et qui est en mesure de pouvoir faire une bonne évaluation. Donc, tout ça, ça rentre dans la prévention du risque des impayés. Donc, la gestion de l'information, la gestion par l'anticipation, obtenir les informations sur les clients, obtenir les informations par les secteurs. Derrière, je profite de l'occasion pour vous montrer voilà, le guide COFAS. C'est une guide dans laquelle vous trouvez tous les pays du monde et une analyse bien spécifique sur les secteurs. Donc, ça, c'est une guide aussi qui pourra vous aider, surtout pour les sociétés qui veulent faire de l'export. Voilà. Merci, Carmine. Alors, une fois que le mal est fait, donc que l'impayé est arrivé, alors on n'est pas à égalité hein, quand on est assuré ou quand on ne l'est pas. Mehdi, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la relation qui s'établit entre l'assuré, le débiteur et l'assureur? Une fois que l'impayé est arrivé, donc c'est là où on est pris de panique. Juste pour rappeler, juste par rapport à l'enquête, ce qu'on a observé, c'est qu'une bonne partie des opérateurs marocains privilégient surtout la relation commerciale. C'est-à-dire que quand on a questionné les opérateurs marocains, quand l'impayé arrive, qu'est-ce qui se passe? Il y a quasiment, on va dire, une bonne partie, donc 40% des répondants, ils ont dit qu'ils continuent à livrer, d'accord, et ils discutent de manière amiable avec leur partenaire. Il y a à peine 30% qui franchissent l'étape d'arrêt de livraison. Et à peine, on va dire, 10 à 13% qui font appel à un tiers. Donc, c'est là où intervient des avocats, des assureurs crédit ou de la médiation ou autre. Donc, c'est juste pour vous montrer qu'on n'est pas très réactif sur l'impayé. Parce que nous, quand on observe les déclarations d'impayés qui nous arrivent, nos assurés partout dans le monde, ce qu'on se rend compte essentiellement, c'est que quand l'impayé tombe, c'est une course contre la montre. Je dirais essentiellement, en fait, dans le contrat d'assurance crédit, on a un délai de carence qui varie entre 2 et 5 mois. Et généralement, en fait, sur 8 créances sur 10, si on n'arrive pas à recouvrir à l'amiable sur ce délai-là, entre 2 et 5 mois, on a du mal à recouvrir la créance plus tard. Donc, c'est vraiment une course contre la montre. Donc, il faut être réactif. C'est pour ça que quand on questionne, on va dire, les opérateurs marocains et qui attendent un certain nombre de mois après pour arriver à l'arrêt de livraison et après passer à la phase légale, c'est souvent trop tard. Donc, nous, on l'observe sur le marché marocain, il faut entre 2 et 5 mois sur la phase amiable pour récupérer quelque chose. Sinon, c'est perdu, essentiellement. Deuxième point important, c'est surtout bien préserver et surtout bien constituer votre dossier d'impayé. Ce qu'on observe, c'est qu'en fait, on se rend compte à la déclaration d'impayé qu'il nous manque un certain nombre de documents ou de pièces maîtresses. Donc, même en phase de prospection en phase de clientèle, il faut envisager le pire. Donc, il faut sécuriser le dossier d'impayé et éviter toute contestation plus tard. Donc, idéalement, il faut avoir des bons de commande. Il faut éviter la contestation au Maroc ou à l'étranger. Des contrats commerciaux, par exemple, au-delà des factures et des valeurs. Donc, il faut cette matérialisation et de la créance et surtout pour éviter toute créance contestée. C'est ce qui dérange essentiellement les assureurs crédit, même dans vos relations commerciales. C'est quand vous avez un débiteur qui conteste la relation commerciale, qui conteste la créance commerciale.
pour des raisons de qualité, de quantité ou autre. Donc, il faut vraiment sécuriser et avoir un dossier complet. C'est vraiment les points importants. Et je rajouterai un dernier point, c'est vraiment de privilégier également l'intervention d'un tiers. Il faut se fixer des seuils sur la partie recouvrement. Au-delà d'un seuil, il faut transférer la créance à des experts, avocats, médiateurs, assureurs crédit et autres, qui connaissent mieux l'environnement juridique du débiteur, qui peuvent agir et préserver vos droits rapidement. Donc, voilà un petit peu en termes de matière de recouvrement. Mais comme je l'ai souligné, donc nous, sur les créances qu'on gère au Maroc, dans 8 cas sur 10, c'est l'amiable qui marche essentiellement. Et c'est souvent sur les premiers mois où on l'observe. Et sur le dernier point de l'intervention d'un tiers, donc au-delà de la connaissance juridique, l'intervention d'un tiers peut rétablir également le rapport de force. Donc là, on l'a observé à travers nos clients partout dans le monde, surtout quand il y a une relation fournisseur-client qui est un petit peu déséquilibrée, quand on a un client qui est une grande entreprise, par exemple, et quand on a un fournisseur qui est petit par la taille, donc une TPE, une PME, le fait de faire intervenir un assureur crédit ou autre, donc ça permet de rétablir le rapport de force. Donc, comme il a souligné Cédélis, donc juste sur le marché marocain, les créances interentreprises, c'est quasiment 400 milliards de dirhams. Donc, le fournisseur, c'est-à-dire le fournisseur va réfléchir 2 fois avant de ne pas honorer ses engagements. Parce que derrière, les lignes crédit qui risquent de tomber, ça va être, réduit, voire résilié. On peut résilier les lignes, on peut le blacklister. Donc, ça permet de faire, en fait, intervenir un tiers, ça permet d'équilibrer le rapport de force entre clients et fournisseurs. Merci beaucoup, Mehdi. Carminet. Oui, sur ce point, je voulais juste ajouter que, comme disait Mehdi, à peu près 90% du recouvrement est fait à l'amiable. Et le taux de succès pour le recouvrement est de 60% après 12 mois et 82% après 24 mois. Donc, ceci veut dire qu'il fonctionne bien. Et sur la partie, on va dire, qui n'est pas l'amiable, la partie légale, le taux de recouvrement est de 45%. Donc, vous voyez, il vaut mieux faire une bonne négociation parce que le taux de recouvrement est beaucoup plus élevé. Et juste pour votre information, si on parle des pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, le taux de recouvrement après 12 mois, il est environ de 60%, avec une exception, donc je veux bien la partager avec vous, du Cameroun. Le Cameroun vit un moment un peu particulier d'un point de vue socio-politique, et donc le recouvrement est juste de 40%, qui est quand même pas mal pour un pays qui est en pleine difficulté. Merci Carminet. Alors, nous arrivons à la 3e partie de notre exposé. Oui. Parce qu'effectivement, je crois qu'il y a aussi une question de management. Et ça, c'est très important parce qu'avant d'arriver à recouvrer, il faut s'assurer que justement que toute la partie en amont a bien été conservé. C'est-à-dire que lorsque j'ai contracté avec le client, j'ai contracté avec un contrat. Je ne parle pas du client de passage, mais je parle du client avec lequel j'ai une relation régulière et permanente. Ça veut dire que j'ai dans un contrat. Ce contrat, il prévoit aussi des règles de médiation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'accorde pas beaucoup d'importance à toutes les règles de médiation qui peuvent justement être la solution à un litige passager, parce que je pars du principe qu'au départ, il y a un partenariat qui est établi. Il y a une relation de confiance. Ça veut dire que je travaille dans un terrain de confiance avec le client. Donc, maintenant, le client, il peut avoir aussi une conjoncture difficile. Son client ne l'a pas payé parce qu'il y a eu un accident, il y a eu ceci et cela. Il travaille avec un grand établissement qui n'a pas payé et il se retrouve dans une situation difficile. C'est pas parce qu'il y a une volonté de ne pas payer son fournisseur que voilà. Donc, dès le départ, il y a une relation de confiance, une relation de partenariat qui se sont établies. Mais bien entendu, ça n'empêche que moi, je fais mon travail de management et de gestion administrative. J'ai tout mon dossier avec tous les éléments. Et la première des choses, c'est que dans le contrat, j'ai une règle de médiation et je fais appel à un médiateur. Ça coûte moins cher et ça préserve la relation commerciale. C'est très important. Parce que dès qu'on rentre dans le litige, on s'adresse à un avocat, je n'ai rien contre les avocats, mais avant d'arriver à l'avocat au tribunal, il y a un médiateur qui peut, justement, ça a été souligné. Je crois que ce sont 2 aspects. 1, j'ai un bon dossier. 2, j'ai prévu dans mon contrat tout de suite une réactivité par un médiateur. Il y a des médiateurs qui sont tout à fait disposés
dans chacune des professions, chaque métier, chaque secteur d'activité, et qui peut apporter la solution et la relation commerciale continue. Merci pour ces précisions. La médiation, évidemment, c'est un sujet en développement au Maroc. Hein, c'est pas très praticable. Donc, on vous invite évidemment à faire évoluer la situation, à mettre des clauses de médiation dans les contrats. C'est souvent la bonne façon de résoudre effectivement les litiges au quotidien. Et chez l'assureur crédit, il y a une notion qui est la notion de menace de sinistre. Quand un incident de paiement arrive, on n'est pas tout de suite en train de se poursuivre, d'exiger le paiement. L'assureur sait très bien gérer cela. Son but, comme celui des médiateurs, c'est de préserver la relation commerciale. Voilà. Souvent, on a un litige qui naît d'un incident de paiement qui peut être aussi provoqué par une situation interpersonnelle entre un acheteur et un vendeur. Donc, la médiation, c'est un bon moyen justement de régler tout cela rapidement et efficacement. Enfin, effectivement, si Faisal a bien fait de noter ce point, effectivement, il a raison de le souligner. Moi, ce que je rajouterais d'un point de vue entreprise, c'est pour répondre à votre question sur le recouvrement, c'est que, bien sûr, on est d'accord qu'on n'est pas à l'abri des problématiques de défaut. Mais ce que je veux dire, c'est que quand le travail est fait en amont, il y a pratiquement de très fortes chances pour que vous n'arriviez pas au processus de recouvrement. Ça fait 5 ans que nous avons mis en place le dispositif de credit management et notre loss ratio, dans le jargon, c'est le taux de défaut, il est de 0, avoisinant les 0%. Pourquoi? Parce que quand vous mettez en place une stratégie de couverture adéquate en fonction de la typologie des clients et que vous vous inscrivez sur une logique de prévention, vous savez préalablement ceux qui vont faire défaut et ceux qui ne vont pas le faire. Et donc, dans la plupart des cas, ceux qui font défaut, on les mesure, on sait qu'ils vont faire défaut. Et on prend stratégiquement le choix d'y aller, ou pas d'ailleurs. C'est une décision du comité pour dire ce risque-là, il est mesuré, nous l'avons monitoré, nous savons que ce client va faire défaut, nous savons que ce client va faire des délais, nous savons que son track record va être de temps. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ce deal ou on ne le fait pas? Donc, si on décide stratégiquement, tous ensemble, comité crédit, qui contient à la fois la direction commerciale, la direction financière, le credit manager, on décide d'y aller, très bien. Donc, quelles sont les actions que nous allons mettre en place si jamais ce client nous fait défaut? Et partant de là, ce n'est plus une surprise ni pour le chef d'entreprise, ni pour les équipes qui ont travaillé sur la gestion préventive en amont, avec l'aide des professionnels, avec l'aide des équipes qui sont là pour nous donner les signaux d'alerte et pour nous avertir sur ce qui va se passer dans le futur. Et pour avoir exercé ce métier plus de 20 ans, ce n'est pas pour me vieillir, entre parenthèses, mais je vous assure que ça marche, que je donne ici une lueur d'espoir pour les gens qui veulent mettre en place cela. Ça se travaille, c'est une stratégie qui, son facteur clé de succès, c'est le travail d'équipe entre les équipes de vente et les équipes financières. Et donc, quand on est dans une logique win-win partenariat et quand on est dans une logique, nous sommes une équipe et on n'a pas intérêt à ce que quelqu'un fasse défaut parce qu'il y a des salaires à payer et parce qu'on est là pour faire du business et non pas pour perdre de l'argent, et parce qu'on est entouré de gens experts, que ce soit les assureurs, les banquiers ou les médiateurs. Donc, c'est une game qui marche. Et donc, c'est juste un témoignage d'optimisme pour dire que ce n'est pas une fatalité. Le délai de paiement, c'est quelque chose qui se travaille en amont. C'est quelque chose qui peut se mettre dans le cadre d'une stratégie financière et qui peut donner des résultats concrets. Merci beaucoup, Farah, pour ce témoignage. Idriss? Merci. Je voudrais juste compléter. Je suis bien sûr en phase avec l'ensemble de tes propos, Farah, mais on ne peut pas, je pense, tenir cette discussion sans évoquer un cas qui est important et qui touche beaucoup d'entreprises au Maroc. Tout ce qu'on a dit là maintenant vaut pour la grande entreprise, la moyenne entreprise. Par contre, dès qu'on arrive à la TP, enfin la très petite entreprise qui représente très large partie du tissu économique marocain, le plus souvent, ou les professionnels, le plus souvent c'est 2, 3 personnes. Et elles ne peuvent pas se permettre d'avoir encore ces coûts d'infrastructure et de pilotage qu'on a dans les grandes entreprises ou dans les multinationales. Tout ce qu'on a dit sur l'approche au départ vaut. Par contre, je pense que
il y a besoin d'un framework, c'est-à-dire un cadre législatif qui puisse protéger ces TPE. Parce que ces TPE sont très fortes, elles n'ont pas la capacité de négociation que peut avoir une grande entreprise. Et j'ai avec moi mon ami de la CGEM, mais je sais que vous militez beaucoup. On évoquait tout à l'heure la différence entre le judiciaire et l'amiable. Il faut savoir que le judiciaire, sur ces sujets-là, dure au moins 3 ans. 3 ans, donc ce qui pousse souvent les gens à aller à l'amiable, si l'amiable se règle en 12-24 mois. Donc là, je pense que nous devons avoir une réflexion sur ces délais-là aussi de traitement de ces sujets. Protéger la TPE, et vous en aviez parlé, la CGEM, c'est aussi avoir des mesures coercitives par rapport aux mauvais payeurs. Pourquoi ça a été lancé? J'ai aucun avis, mais il faut en parler. Pourquoi autoriser la défiscalisation du poste fournisseur quand celui-là n'est pas payé? Ça peut être un des éléments qui peut faire réfléchir les personnes. Quid aussi du chiffre d'affaires pour les gens qui ont soi-disant facturé le chiffre d'affaires mais pas encaissé. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour la TPE, en général, où les délais de paiement sont, eux, au-dessus des 100 jours ou des 150 jours, on est très loin de ça. Dans les dernières études, ça a été ressorti, 150 ou plus jours. En plus des best practices, c'est-à-dire de ce qu'ils doivent faire eux-mêmes, il faut les protéger encore plus des autres. Voilà, je voulais tenir ce propos-là. Merci beaucoup. Alors, nous arrivons à la dernière partie de notre débat qui est, nous sommes dans une économie globale, tout le monde le sait, et les échanges, ils vont au-delà des frontières marocaines, en Afrique, en Europe, aux Amériques, en Asie. Et évidemment, il faut replacer le Maroc dans ce contexte-là et sa place dans le concert des échanges économiques, son image. Et donc, je vais m'adresser aux experts risque pays que sont l'assureur crédit et le banquier. Selon le rapport Doing Business sur l'environnement des affaires, le Maroc a fait un bond de 9 places en une année, passant ainsi de la 69e à la 60e position pour l'année en cours. Alors, quels sont les défis auxquels fait face le Maroc en matière de climat des affaires et des investissements? Qui veut répondre? Carmine? Mehdi? Je vais me lancer sur le climat des affaires, en fait, pour le Maroc. Comme vous le savez, donc, le groupe COFAS publie tous les trimestres une notation risque pays pour tous les pays, on va dire, dans le monde. Et dans la région où on opère, dans l'Afrique, il y a à peine 3 pays qui sont sur les risques A. Donc A, c'est les risques un petit peu convenables, donc de A1 à A4. Après, on passe sur les risques B jusqu'à E, qui sont des risques extrêmes. Donc, le royaume a été maintenu depuis pas mal d'années, depuis plusieurs années, par COFAS à A4, pour de multiples raisons. Donc, on le voit même dans le classement Doing Business. C'est premièrement donc sa stabilité politique, donc on en tient compte. L'environnement des affaires, parce que dans ces notations, on tient compte également des retards de paiement, mais pas que, parce que comme on l'avait dit, on a des retards de paiement, mais on finit quand même par être payé. Donc on a un taux de recouvrement sur le pays qui avoisine les 80%, on est à 78%. Donc bon, certes, il y a quand même un effort à faire pour être payé rapidement, mais il n'y a pas de risque ultime, il est maîtrisé, il est moins de 20%. Et également, en termes de, tous les ratios, macroéconomiques, ils sont, maîtrisés et ils sont suivis avec un certain nombre de mesures qui ont été entreprises par rapport à, tous les secteurs qui drivent le royaume. Donc également, c'est la note qui est maintenue pour le Maroc, donc A4 depuis, une dizaine d'années. Et surtout, en fait, on a l'avantage de ne pas dépendre de matières premières qui servent surtout les hydrocarbures, qui ont pénalisé un certain nombre d'économies africaines, qui ont un budget qui dépend des hydrocarbures, qui ont été impactés, vu les cours du baril de pétrole sur les dernières années. Elles ont été impactées fortement sur la région africaine, et notamment, sur le Maghreb, l'Algérie ou d'autres pays comme l'Angola ou autres. Donc voilà les diverses raisons. Donc malgré, la conjoncture et les délais de paiement qu'on observe, qui sont certes longs, on est quand même sur un environnement qui reste propice aux affaires
parce que, on va dire, les défauts ultimes sont pas si fréquents que ça dans la région africaine. Merci Mehdi. J'ajouterai juste 2 points. Un, c'est que les notes COFAS vont de 1, c'est la meilleure note, et E, donc A4, c'est une bonne note. Et A4 correspond aussi à une note de pas mal de pays européens. Donc je dirais que le Maroc se porte plutôt bien. Donc c'est juste pour vous donner un cadre. Monsieur Bensperranil, du côté de la banque, est-ce que vous avez à ajouter quelque chose? Je pense que la CGEM est mieux placée pour parler de la situation, mais ce que je dirais, moi, de façon très factuelle, quand on voit l'évolution des crédits à l'économie, et si je ventile les dernières statistiques à mai, alors je n'ai pas les chiffres exacts dans ma tête, mais je splitterai en 2. Si on voit l'évolution des crédits aux particuliers, donc tout ce qui est crédit habitat et crédit à la consommation, donc ils sont en croissance. Ils étaient en croissance plein en 2018 et en 2019, ils continuent à être en croissance jusqu'à fin mai. Donc il y a de la demande et les gens consomment et investissent dans l'habitat. C'est plutôt bon signe. Si on va voir du côté de l'entreprise, les besoins en trésorerie augmentent, donc le crédit court terme, la demande est là. Par contre, on a une croissance molle sur l'investissement. Donc le financement moyen et long terme, là, c'est plus timide. Les chiffres à fin mai le montrent. Donc là, il y a des sujets qui peuvent faire l'objet d'autres discussions, qui est la relance de l'investissement et ses modalités. Mais la situation est là en termes de financement bancaire et de besoins. Après, je rejoins complètement l'analyse qui a été faite avant par Simedi. Nous avons des indicateurs macroéconomiques qui sont très bons, avec un taux d'inflation à 1%, une dette sur PIB aux alentours de 65%, un déficit maîtrisé en dessous de 3%. Enfin, on aurait été dans Maastricht, on pouvait rentrer dans Maastricht, de façon très claire. Et donc ça, c'est des indicateurs qui sont très bons. Maintenant, on a d'autres sujets à appuyer et à traiter. Voilà pour ce que vous voulez dire. Merci beaucoup. Monsieur Mécoire, du côté de la PME, là, est-ce qu'on a le même sentiment? Le climat des affaires est un facteur positif au Maroc? Je crois que vous avez posé aussi une question à l'international. Je voudrais ajouter quelques éléments par rapport, parce qu'effectivement, donc là, pour tout ce qui est GE, et notamment le CP, ils sont suffisamment outillés et organisés pour préserver leurs intérêts au niveau de l'international. Donc la question n'est pas là, parce que la CGM, des fois, de temps en temps, elle est sollicitée pour essayer d'intervenir auprès de tel ou tel partenaire à l'international. C'est notamment, je parle de la partie africaine, parce que c'est ça où aujourd'hui l'envie et le déploiement donc, des entreprises marocaines, donc on le constate de manière accrue. Donc moi, je dirais que ça, c'est une aventure. Donc pour la TPE, pour la PME, c'est une aventure d'aller en Afrique subsaharienne, hein, parce qu'on est en Afrique. Et donc, il faut vraiment, je pense que là, il faut faire très attention. Très attention. Déjà, la TPE et la PME, donc en fait, il faut qu'elle, déjà, sur son marché, donc on a tout à l'heure cité quels sont les différents problèmes qu'elle rencontre pour pouvoir se faire payer, etc. Tout à l'heure, l'a rappelé, donc, elle n'a pas de structure administrative, elle n'a pas tous les moyens dont elle peut disposer l'entreprise pour pouvoir se prévenir, je dirais, tous les incidents de paiement, encore plus quand on est sur le continent, enfin en dehors de son territoire, etc. On ne connaît pas le marché, on ne connaît pas les relations, etc. Et là, je crois que là, il n'y a pas à réfléchir. Il faut prendre une assurance. Je crois qu'il ne faut pas y aller. Il vaut mieux être accompagné avec un assureur crédit. Donc là, je crois que je n'ai aucun intérêt là-dedans au niveau des assureurs, mais ils sont quand même beaucoup plus outillés. Et là, je préfère payer une prestation et avoir une assurance pour pouvoir m'accompagner et être sûr que je vais récupérer ma créance. Ce qu'il faut aussi, c'est avoir des relais dans certains pays. Moi, souvent, il vaut mieux avoir des partenaires locaux de confiance, hein, et qui peuvent nous aider donc, en cas où il y a une difficulté donc, surgit dans le cadre de la relation. Donc ça, c'est... Voilà.
sur l'international, je crois qu'il faut absolument, parce que souvent, des fois, on est emporté par l'euphorie, un beau marché avec une bonne marge, avec ceci, avec cela, et puis enfin, finalement, si on fait pas le recouvrement, en fait, tout ça, ça part en poussière, et finalement, donc c'est une mauvaise affaire qui se révèle par la suite. Maintenant, de façon globale, aujourd'hui, il y a quand même, on ne peut pas dire que nous sommes dans une dynamique de croissance et dans une dynamique où les entreprises, en fait, croient de façon comme par le passé. Donc aujourd'hui, on sent qu'il y a une tension, qu'il y a au niveau de l'économie, enfin au niveau des affaires, au niveau du business. Donc c'est une période qui est difficile, hein, et cette difficulté, notamment par le sujet, la thématique que nous sommes en train de débattre aujourd'hui, qui est la problématique des paiements. Donc il y a eu un effort de l'État avec les 30 ou 40 milliards qui ont été injectés en matière de remboursement des crédits TVA. Donc ça a apporté un souffle, mais tout ça n'est pas encore suffisant. Et aujourd'hui, et c'est vrai, tout à l'heure, je parlais avec Driss, donc en matière, comment ça se passe? Parce que la banque, c'est là où on sent, est-ce qu'il y a vraiment est-ce qu'il y a des affaires ou il n'y a pas d'affaires? Ben, finalement, quand on voit aujourd'hui, les crédits à l'investissement sont très faibles. Donc ça démontre qu'en quoi l'économie n'est pas, on n'est pas en croissance, etc. Donc aujourd'hui, même si les indicateurs sont ce qu'elles sont aujourd'hui, mais on n'empêche qu'aujourd'hui, on ne sent pas qu'il y a une véritable croissance économique au niveau au niveau du business de façon générale. Et puis, bien entendu, les délais de paiement ont un impact important par rapport à ça. Très bien. Farah, vous vouliez rajouter quelque chose? Non? Oui, Mehdi? Rajouter par rapport à ce qui a été dit par Faisal, effectivement, en fait, certes, les ratios sont bons, mais la croissance, on va dire, projetée du PIB, donc on a vu les prévisions d'un certain nombre d'opérateurs, donc Banque du Maghreb et également COFAS, donc on a une prévision d'à peu près 3%. 3%, c'est pas suffisant pour un pays qui est en plein développement comme le Maroc. C'est-à-dire, 3%, on aurait pu se satisfaire sur l'économie qui est mature. Donc, pour le voir au sein de l'économie et au sein des crédits d'investissement, ce qu'il faut noter, c'est que 3%, bon, certes, on se maintient, on a les ratios qui sont bons, mais c'est pas visible au niveau de l'économie marocaine. C'est-à-dire, si on fait le benchmark des top croissances mondiales, il y a à peu près 6 sur les 10 qui sont africaines. Et sur ces 6, malheureusement, le Maroc n'y figure pas aujourd'hui. Et donc, pour que ça soit palpable, il faut qu'on arrive à 2 digits. Donc, il faut qu'on soit à 8-10% pour que ça soit palpable dans l'économie. Donc, on voit des pays africains tels que la Côte d'Ivoire qui a une croissance de PIB qui est aux alentours de 7,5 ou 8%. Carminet pourra le confirmer. Donc, les 3%, pour moi, c'est insuffisant pour qu'on le voit, on va dire, sur le terrain des opérateurs, que les opérateurs, on va dire, puissent se développer et capter leur part de croissance. Très bien, merci Mehdi. Eh bien, écoutez, on va prendre des questions dans la salle, si vous permettez. Si vous avez des questions à poser à nos panélistes, vous êtes les bienvenus. Bonjour à tous, je me présente, Frère Etman, 6 ans en Asie, plus présent en Chine. Je viens de revenir au Maroc, ça fait 2 mois, et j'étais très intéressé de commencer à travailler ici au Maroc. J'ai vu quelques banques en parlant du service factoring, et c'était une question qui me trottait dans la tête. Factoring, quand on parle factoring, pour quelqu'un qui va commencer, il faut bien le préciser, est-ce que c'est possible déjà? D'abord, permettez-moi, ravi de savoir que vous ayez décidé de rentrer au pays après de nombreuses années à l'international, et ce ne sera que bénéfique pour le royaume. Donc, marhaba chez vous. Non, bien sûr, le factoring, il faut déjà avoir une activité, il faut déjà avoir du chiffre d'affaires, un poste client, parce que si vous n'avez pas encore d'activité, ça va vous servir à rien. Parce que le factoring, c'est quand la banque va venir acheter votre client. Donc, si vous êtes en cours de lancement,
ça va vous aider dans rien. Il faut déjà commencer à avoir du chiffre d'affaires. Quand vous aurez du chiffre d'affaires, là, la banque pourra venir se substituer à votre poste client. Mais là, dans votre sujet, si j'ai compris, vous êtes en cours de constitution d'une société, c'est ça, de lancement. Là, par contre, je vous invite à voir toutes les formules qui sont faites d'appui par la CCG, hein, qui fait un excellent travail, la Caisse centrale de garantie, et de tous les produits d'appui au démarrage et au lancement des sociétés, et aller sur leur site, sincèrement, pour tous ceux qui se lancent, il y a beaucoup d'aides et d'appui en direct, avec parfois aussi des financements en capital, hein, pas financement en dette, donc il y a des sujets intéressants. Donc, mais si vous voulez, on pourra en parler tout à l'heure pour mieux comprendre votre besoin. À la CGM aussi, voilà.